Parfois, il y a des mecs qui nous aiment bien parce que justement, on fait pas partie des autres. Et en fait, ça, c'est casse-couille. Un jour, je me souviens toujours. Un jour en concert, les gars, j'aime trop ce que vous faites et tout machin. C'est pas comme tous ces... T'imagines tout le reste et tout machin, qui font du rap de merde. La gentrification est un terme assez complexe et lourd de sens. À la base, le phénomène de la gentrification englobe les termes gentrifiés, donc ceux qui subissent la gentrification, et les gentrificateurs, ceux qui font cette gentrification. À l'origine, le terme avait été inventé pour parler des changements des quartiers anglais, mais il peut finalement expliquer plusieurs autres changements dans la société. La gentrification du rap est un sujet assez délicat parce qu'il veut dire qu'il y a un problème potentiel et surtout la dénature d'une culture populaire. Depuis quelques années maintenant avec l'essor du rap, on a tous remarqué que le rap évolue, mais est-ce finalement une bonne chose ? Dans cette vidéo, je vais exposer ce qui me semble le plus logique à mettre en avant. Donc, à tous, je vous demande de rester courtois en commentaire. Si ça vous démange de m'insulter, éteignez votre téléphone ou votre ordi et sortez prendre l'air. Beaucoup de personnes aiment le rap sans savoir que c'est un art qui fait partie d'une culture très riche, la culture hip-hop. Mais bon, est-ce grave de pas savoir ? Non, pas tellement. Mais pour comprendre un phénomène, il faut d'abord le contextualiser. Donc, reprenons depuis le début. La culture hip-hop est née dans le Bronx, un quartier new-yorkais, et en toute honnêteté, dans un contexte assez chaotique. Entre violence des gangs, chômage, la répression policière, la pauvreté extrême, les familles du Bronx sont abandonnées par la société et pour se changer les idées, et le temps d'un instant, des fêtes étaient organisées dans les rues du quartier, des blocs parties. Le principe est de fermer des rues, d'installer des enceintes et des DJ munis de platine font vibrer tout le quartier. Lors de ces soirées clandestines étaient passées de la soul, du funk, du disco. N'oublions pas, on était dans les années 70. Cette forme de résilience dans ce chaos a fait naître une belle étoile, le hip-hop. Cette culture a été notamment créée par la Zulu Nation. La raison ? Éloigner les jeunes de la délinquance en mettant toute leur énergie dans de l'art plutôt que dans la violence. Et ça marche. La Zulu Nation a été créée par Afrika Bambaataa. Il y a eu d'autres créateurs de la culture hip-hop comme DJ Kool Herc qui a inventé le breakbeat. Mais je vais pas m'éterniser sur le sujet, il y a déjà beaucoup de vidéos qui parlent de la création de la culture hip-hop. Ici, on va se concentrer sur les gros points pour comprendre comment la gentrification a dénaturé les fondements même de cette culture. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que le hip-hop se compose de 4 formes d'art. Le breakdance, le graphe, le DJing et bien évidemment, le rap. Le hip-hop à sa création servait aux jeunes noirs et aux jeunes latinos du Bronx de safe place pour pouvoir s'exprimer et se décharger à travers des graffitis, de la danse ou encore des textes. Je ne pense pas qu'à l'époque, ils se rendaient compte de l'impact mondial que ça allait avoir, parce que ce qu'ils vivaient, des millions d'autres jeunes dans le monde le vivaient aussi. Alors, effectivement, dans un autre contexte historique, politique ou encore socio-culturel. Mais une chose les unissait tous, eh bien, c'est l'exclusion. Ma foi, ce qui est assez paradoxal. La contre-culture qu'ils venaient de créer était destinée à toutes ces personnes se sentant marginalisées. Et c'est ce qui s'est passé en France. Quand le hip-hop débarque en France, on est au début des années 80, et c'est dans des banlieues parisiennes que le hip-hop émerge. Le groupe s'est rendu célèbre en défendant les cités révoltées sur quelques plateaux de télévision, jusqu'à passer pour les porte-paroles de toute la jeunesse défavorisée. Est-ce que le rôle était vraiment taillé pour eux ? Les NTM, en tout cas, en ont marre de le jouer. Maintenant, ils voudraient qu'on les aime pour leur musique. À la différence des États-Unis, la culture hip-hop française n'était pas une question de couleur de peau, mais plus une question de classe sociale. En France, le hip-hop était une culture de pauvres, une culture de prolétaires. Le sociologue Dig Habdage a écrit un livre « Subculture is the Meaning of Style » et dedans, il explique comment les jeunes créent des sous-cultures. Si je transpose la réflexion de son livre à la culture hip-hop, il parle du style vestimentaire comme une arme de résistance contre la culture dominante. Mais le meilleur élément qui illustre selon moi la notion d'arme de résistance reste le baggy. Pourquoi le baggy est si large ?
Tout simplement parce que, aux États-Unis, dans le milieu carcéral, donc en prison, les vêtements étaient de taille unique. En dehors des prisons, certains en portaient en signe de solidarité pour leurs potes en tôle, mais aussi pour faire un pied de nez aux normes vestimentaires qui, à l'époque, devaient être ajustées à la perfection. Notons aussi que du coup, c'était des vêtements peu chers, donc c'était tout bénef. Et au fur et à mesure, c'est devenu un emblème de la culture hip-hop. Dans son livre, il parle aussi des objets comme étant significatifs. Par exemple, avec les graffitis. En taguant sur des murs, ces jeunes qui étaient invisibles aux yeux de la société se réappropriaient l'espace public. Mais toute sous-culture subit, comme le dit le sociologue, une récupération par la classe dominante. Lorsque le hip-hop débarque en France, c'est en grande partie grâce aux médias. Mais il était pris un peu à la légère, c'était nouveau, c'était différent. Comme en témoigne la fascination de Plastique Bertrand dans l'émission Super Cool. Alors il y a Lindsay qui m'explique un truc fabuleux, c'est que en fait le breakdance existe depuis 10 ans. Et c'est uniquement entre le film Flashdance que ça commence à être vraiment populaire et que tout le monde le danse maintenant. Ok. Par la suite, une émission exclusivement sur le hip-hop était diffusée à la télévision française, celle-ci animée par Sydney. Le hip-hop était vu comme quelque chose d'éphémère. À titre comparatif, la naissance et la mort de la tectonique étaient exactement ce qui était prédit pour le hip-hop. Un phénomène importé qui est voué à s'essouffler très rapidement. Mais ça a loupé. C'est pourquoi je pense qu'à l'arrivée de la tectonique, il y a eu un engouement des médias pour plus faire les mêmes erreurs. Et le plus drôle, c'est que c'est cette omniprésence dans les médias, avec le merchandising, etc., qui a tué finalement ce mouvement. Mais bon, revenons au hip-hop. Voyant que cette nouvelle culture ne s'essoufflait pas, des groupes de rap se créent, des rappeurs émergent, NTM, IAM, MC Solar, Assassin, pour ne citer que, et là, ça change. Ce qui était vu comme quelque chose de nouveau, quelque chose de fun, « Oh, il tourne sur la tête », était vu dorénavant comme quelque chose de trop revendicateur. N'ayant que rare fois le droit à la parole dans les médias, ces jeunes utilisaient cet art pour faire passer des messages. Un parfum de soufre flotte peut-être autour du rap, mais ça n'empêche pas le mouvement hip-hop de se développer dans la jeunesse. Regardez les manifestations lycéennes de novembre 90, c'est lui qui donne le ton. Dans les années 90, la roue tourne pour le rap. L'Arcom, anciennement le CSA, impose aux radios de diffuser des artistes francophones. Parce que trop d'artistes dans le top des ventes n'étaient pas français. Et pour la vente des disques, eh bien, c'était fatal. Chaque radio décide de trouver différents moyens pour pallier à ce manquement. Skyrock, cette radio qui à la base passait du rock, décide de passer du rap. Et c'est un pari gagnant pour eux. Sur Radio Nova, on est fin 80, début 90, une émission de hip-hop sera animée par un des piliers de la culture hip-hop française, Dynasty, qui animait l'émission Dynastyle. Mais cet amour pour le hip-hop, principalement pour le rap, se faisait également à petite échelle. Des petits médias se créent par des amoureux du rap. Le mot d'ordre est « par nous », pour nous. Fin des années 90 avec l'ABCDR du son, début des années 2000 avec Boost Clappé, et encore bien d'autres. Bon, ça c'était pour l'histoire bien résumée. Les plateformes de streaming ont joué un rôle crucial dans l'essor du rap, ce qui a permis à ce genre musical de toucher un public beaucoup plus large et de croître de manière exponentielle. Grâce à ça, un véritable marché financier s'est constitué autour du rap, attirant ainsi des individus et des entreprises qui, bien souvent, ont une infime connaissance de cet art et ne cherchent qu'à en tirer profit. Mais bon, cette situation n'est pas nécessairement négative. L'arrivée de nouveaux acteurs peut apporter des ressources et des opportunités supplémentaires pour les artistes. Et ça, c'est bien. Mais il est essentiel que ces nouveaux venus n'aient pas une influence démesurée sur les créateurs eux-mêmes. L'authenticité des artistes et des médias ne doit pas être compromise pour des intérêts purement financiers. Certains médias ont tendance à mettre en avant qu'un certain type d'artistes influencés par leurs choix politiques. Entre ceux qui votent extrême droite, mais qui ont un média rap cherché la logique, ceux qui donnent la parole à des élus d'extrême droite, ou encore ceux qui invitent des politiques qui méprisent les banlieues, j'ai l'impression que tout le monde oublie les valeurs de la culture hip-hop. Beaucoup trop d'artistes jugés pas assez bien, ou trop ceci, ou trop cela, sont délibérément pas mis en avant. Et les conséquences de cette discrimination risquent de marginaliser la véritable essence du rap, celle qui est la souche même de la culture hip-hop et des luttes profondes. Une autre critique qu'on pourrait faire aux différents médias, c'est que la possibilité de générer
d'importants revenus, on incite certains à adopter une attitude neutre et lisse en ce qui concerne un avis sur la qualité de tel ou tel album. Mais il ne faut pas oublier que le rôle d'un média, c'est d'informer, d'analyser, de critiquer, encore même de divertir. Les médias ont besoin des rappeuses et les rappeuses ont besoin des médias. Mais si ils sont tous dépendants les uns des autres, qu'est-ce qui nous certifie de l'avis sincère sur un album ? Est-ce que Mehdi Maizi aurait eu autant d'artistes dans son émission Rap Jeu s'il avait donné des avis beaucoup plus tranchés sur des albums ? Je n'appelle pas à la critique bête et méchante dans le seul but d'avoir un avis contraire. Seulement, si des accords sont faits entre les artistes, leur équipe et les médias, ça aura pour effet de diluer l'authenticité du média rap, ce qui met en doute leur intégrité et leur authenticité. Ce serait un peu malhonnête de douter que l'arrivée de nouveaux auditeurs rap a eu un impact significatif sur la gentrification du rap. Depuis plus d'une quarantaine d'années maintenant, en France, le public rap, qui est en majorité des communautés marginalisées, avec son évolution et surtout avec son expansion, a connu une transformation radicale. Mais ce serait réducteur de voir le rap uniquement à travers le prisme de l'ethnie. Le rap est avant tout, comme expliqué un peu avant, une question de classe sociale. Il a émergé par des voix des opprimés pour dénoncer des injustices et narrer des expériences. Les artistes de rap partagent souvent une histoire commune de lutte contre la marginalisation et les inégalités subies dans une société où ils ne se sentaient pas à leur place. Lors du deuxième âge d'or du rap, de plus en plus de gens issus de milieux privilégiés se sont mis à écouter du rap. De ce postulat-là, des stratégies ont été mises en place pour élargir et plaire à cette nouvelle audience. Et ces concessions ont été faites petit à petit, entraînant ainsi l'effacement de certains codes de cette culture. Un des facteurs parmi tant d'autres que j'ai observé a été la ringardisation du rap conscient ou des rappeurs qui en font. Le rap a toujours été politique. Le rap est de gauche et le sera toujours. Quand je parle de ringardisation du rap conscient, c'est les textes qui parlent de racisme, de représentation, de bavures policières, de sujets sociétaux. Mais ce genre de rap, bien que très important, ne touche pas tous les auditeurs de rap. Donc, rapporte moins d'argent, donc seront de moins en moins faits. D'ailleurs, c'est au même moment où l'importance d'avoir de la street cred a été remise en question. En fait, moi, ça me paraît limpide parce que c'est ma pensée, mais j'espère que vous me suivez. Ce nouveau public, ne comprenant pas tous les codes, ne se sentant pas représentés, se sont agrippés à tous les rappeurs qui leur ressemblaient. Et sociologiquement, c'est explicable. Se sentant moins légitimes, on réagit en rejetant le rap de cité, le rap de la costéenne, le rap de racaille, ou en critiquant certains éléments qu'ils percevaient comme une barrière à leur intégration. Je vais vous donner un exemple concret de quand tu as envie de faire quelque chose, mais que tu ne te sens pas à ta place. Les youtubeurs. Les youtubeurs appréciant le rap, mais se sentant pas légitimement en faire, parce que pas de street cred, ont d'abord tâtonné le terrain en faisant des vidéos parodiques sur des rappeurs, voyant qu'ils arrivaient à toucher un public, ont donc par la suite décidé de se lancer réellement en sortant des albums ou des morceaux de rap. Après, je tacle beaucoup les nouveaux venus, mais c'est aussi à cause des puristes. Eux, au lieu de partager la culture et de la transmettre, beaucoup d'entre eux allaient dénigrer si tu connaissais pas tel artiste ou alors tel morceau. Un peu comme des donneurs de leçons. Cette attitude élitiste a fait qu'une partie des auditeurs de rap s'est isolée plutôt que de comprendre que c'est un bon signe que le rap évolue, qu'il s'ouvre à un plus large public, que les acteurs de cet art gagnent enfin de l'argent. Non, eux, ils vont rejeter ces évolutions. Et c'est même pas nouveau, que ce soit le rap des années 2000 avec le R&B, le rap avec l'autotune. Et finalement, si tu partages pas ta culture, tes codes, eh bien les nouveaux vont s'en créer. Le rap étant le genre musical le plus écouté par les jeunes, en grande partie grâce à l'émergence des plateformes de streaming, ces plateformes permettent aux rappeurs de toucher un plus large public et de générer donc plus de revenus. Pour plaire à un plus large public, de nombreux rappeurs vont se tourner vers la production de morceaux mainstream, même si cela signifie parfois sacrifier leur authenticité, leur particularité et produire des sons qui se ressemblent tous. Ça me fait penser un peu au Fordisme. Henry Ford, le créateur de la voiture Ford, a eu la brillante idée de produire des voitures à moindre coût et en grande quantité. Grâce à quoi ? À la standardisation de ses autos, donc ce qui a permis de produire plus tout en vendant plus. Cette tendance à la standardisation du rap a conduit à une perte de politisation au sein même du genre. Historiquement, le rap a souvent servi de vecteur pour des messages politiques. Par exemple, le morceau 11 minutes 30 contre les lois racistes, qui réunissait plusieurs artistes pour protester contre des lois discriminatoires. Contexte.
Après la victoire de la droite aux législatives en 1993, le Premier ministre Charles Pasqua crée de nouvelles lois contre l'immigration. Suite à ça, de nombreux grands rappeurs de l'époque vont se réunir et écrire un morceau afin de protester contre ces dites lois. Ensuite, des artistes comme Diams avec son morceau Marine ou encore Kerry James ont également utilisé la musique pour véhiculer des messages forts. Aujourd'hui, l'extrême droite est à 2 doigts d'être à la tête de la France. Pourtant, plus personne ne prend ce genre d'initiative. Comme mentionné précédemment, le rap est historiquement ancré à gauche. Mais ce n'est plus forcément le cas des rappeurs. Cette évolution s'explique en partie par l'ascension sociale de certains. Mais bon, bien que leurs textes sont de moins en moins revendicatifs, certains rappeurs continuent tout de même d'utiliser leurs réseaux sociaux pour faire passer des messages politiques, même si ce n'est malheureusement pas une majorité. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est le rôle d'un rappeur de prendre la parole sur des sujets de société ? Eh bien, pour moi oui. Lorsque tu es un leader d'opinion, tu te dois de prendre la parole sur des sujets importants qui concernent surtout une grande partie de tes fans. L'un des rares rappeurs qui prend quasi tout le temps part sur des sujets qui concernent le peuple, c'est Nekfeu. Pourtant, ce sera tout le temps lui qu'on accusera d'avoir engendré la gentrification. J'ai vu trop de rappeurs prendre la parole sur la taxe sur le rap, mais trop peu lors de la réforme des retraites. En fait, je constate donc qu'on observe une absence de leadership communautaire aujourd'hui. Je précise, le nouvel âge d'or s'est engendré de nouveaux auditeurs, c'est dur à dire, mais aussi de nouveaux rappeurs. Et parmi eux, il y a bel et bien des personnes issues de classes bourgeoises, et ce même avant leur carrière dans le rap. Ceux-là prennent une place assez conséquente, tout en remettant des choses lunaires en question. Parce qu'aujourd'hui, Biggie ou Tupac, je vois pas qu'ils ont influencé. Aujourd'hui, tu vois, il y a peut-être 15 ans, peut-être, mais aujourd'hui, je capte pas, quoi. Ouais, peut-être 15 ans. Mais French Montana, c'est un mec qui a été influencé, par exemple, par Biggie. Ah ouais ? Remettre en doute l'impact de Tupac et de Biggie dans le rap, c'est complètement absurde. Quand je dis que le rap se transmet, c'est un rappeur qui va influencer un autre, et ainsi de suite. Tu penses que qui a influencé Tif Keef ? Toi ? Amaury de Franche-Comté ? Soyons sérieux 5 minutes. Personne, je dis bien personne, oserait remettre en question l'importance de l'héritage de Dalida, de Jacques Brel ou d'Aznavour dans la variété française, et dans la musique tout court. Et c'est normal. C'était des mastodontes dans leur domaine. Pourtant, les piliers de la culture rap, eux, peuvent l'être. Mais qui êtes-vous pour faire ça ? Qu'avez-vous fait de mieux ? Il est évident que le rap doit évoluer. C'est nécessaire pour son bien-être. Cependant, il est important que ceux qui viennent utiliser cette culture qui n'est pas la leur, la respectent, elle et ses codes. Et la respecter signifie comprendre ses luttes, son origine et les voies qui l'ont façonnée. Je vais m'arrêter là, sinon je vais dire des dingueries. C'est un sujet qui fâche, qui peut heurter la sensibilité des plus fragiles. Si mes paroles a blessé ton ego, n'oublie pas ce que j'ai dit dans l'intro, sors prendre l'air. Et tu verras, ça fera du bien. Par contre, je suis tout oui pour tous les commentaires constructifs. J'ai hâte de vous lire et de débattre avec vous poliment. Ce sujet me tient vraiment à cœur parce que c'est un art et une culture que j'aime et avec laquelle j'ai grandi. Donc voir cette minorité des gentrificateurs l'utiliser à mal, me saoule. Je pense que j'étais assez claire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été longue à faire. Donc si ça vous a plu, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous, on se voit dimanche prochain. Bisous.